Bonsoir à toutes et à tous et toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons ce journal, retard dû à un problème technique et à la une de ce journal du week-end, un plan de trésorerie adapté à la situation d'urgence sanitaire actuelle. On en parlait hier soir au ministère du Budget et c'est samedi, le Premier ministre a réuni les ministères concernés dans la gestion des finances publiques. On fait le point tout de suite dans ce journal. La toute première alerte s'est avérée fausse et la deuxième est confirmée par le gouverneur de province. Le Haut-Katanga enregistre son premier cas de Covid-19 confirmé par l'INRB. Il s'agit d'un Congolais de 58 ans qui serait entré par Kasumbalesa pour se retrouver dans la ville de Lubumbashi. On en parle également dans ce journal. Les focus de ce week-end s'intéressent, figurez-vous, à un aspect un peu négligé de l'ensemble des mesures barrières. Il s'agit de l'hygiène dans le lieu de négoce. Les ports de masques, les lavages de mains font partie désormais de nos habitudes, mais l'on semble oublier les petits marchés où les commerces s'effectuent dans la promiscuité totale et qui peuvent devenir des vecteurs de la propagation du coronavirus. Les explications à suivre également dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h du week-end sur la RTNC. L'actualité, c'est aussi la traditionnelle réunion du Conseil des ministres présidée à distance par les chefs de l'État, réunion qui s'est tenue par vidéoconférence. La gestion de la crise sanitaire a figuré à l'ordre du jour. Le compte rendu avec les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Suivez. C'est ce vendredi 24 avril 2020 que s'est tenue par vidéoconférence la 28e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient les points suivants. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République était axée sur 4 points. 1. Les relations avec le Fonds monétaire international. 2. L'information sur le Conseil économique et social. 3. La situation sécuritaire en Ituri et au Congo central. 4. L'autorisation de prorogation de l'état d'urgence. Face à la crise sanitaire mondiale qui impacte évidemment sur l'économie, le gouvernement prépare un plan de trésorerie adapté au contexte actuel. Le Premier ministre en a discuté avec les ministres concernés. Françoise Belabouaki et Pompo Oumba. Ils sont nombreux, les fonctionnaires et agents de l'État qui ont touché à leur salaire pendant qu'ils sont en télétravail. Dans le contexte économique très difficile, le gouvernement tient le pari de payer dans le mois. Nous devons nous estimer heureux dans ce pays parce que les salaires sont réguliers. Les salaires sont payés mensuellement. Nous n'avons pas de retard de salaire. De ce côté-là, les gens qui perçoivent les salaires de l'État peuvent s'apaiser, peuvent se calmer. Il n'y a aucun problème. Ça va continuer. Justement, tout change, surtout que les recettes se sont gravement amenuisées. Ce samedi 25 avril 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba joue la corde de la prévention. Il avait pris l'engagement devant les élus légitimes du peuple de ne dépenser qu'en fonction du disponible. Le Premier ministre et chef du gouvernement nous a invités pour apprécier la situation afin de définir les instruments de gestion du budget pour le deuxième trimestre. C'est agi donc de cet exercice-là, nous mettre d'accord sur le plan de trésorerie. C'est-à-dire, nous nous attendons à quel niveau de recettes. Et par rapport à ce niveau de recettes, nous allons dépenser quoi et comment. C'est ça le plan de trésorerie auquel s'arrime le plan d'engagement budgétaire. Le Premier ministre nous a demandé, il a approuvé ces deux plans et il nous a demandé de les détailler par service. Qu'est-ce que la police
va devoir dépenser? Qu'est-ce que l'armée va devoir dépenser? Toutes les institutions, tous les services de l'État par rapport aux recettes attendues, pour qu'il n'y ait pas à la fin de déficit. Vous savez aussi que nous venons de bénéficier de l'appui budgétaire du Fonds monétaire international de l'ordre de 363 millions de dollars. Cet appui budgétaire, ce n'est pas pour la consommation, ce n'est pas pour payer les salaires. Cet appui budgétaire, c'est pour faire face aux effets de coronavirus. Ceci est donc du réalisme. Regarder les choses avec courage et une dose importante d'optimisme, c'est le principe du chef du gouvernement. Et à présent, le point sur la situation épidémiologique dans le pays. La RDC dépasse la barre des 400 cas confirmés, les cumulés des 416 cas, 28 décès et 49 guéris. Et à Lubumbashi, l'on enregistre le tout premier cas importé à partir de la frontière de Kasumbalesa. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La démarche, c'est tout d'abord quantifier les besoins réels des sinistrés d'Ouvira. La mission gouvernementale conduite par les ministres d'Action humanitaire a réuni une composante essentielle. Il s'agit de la société civile locale pour examiner justement ces sujets. C'est un commentaire d'Edi Tchala. La délégation gouvernementale arrivée à Ouvira dans la province du Sud Kivu pour assister les victimes des inondations a, après avoir visité les sites des inondations, tenu tard dans la soirée une première réunion avec les autorités locales pour les informer de la hauteur de l'aide gouvernementale et évaluer ensemble les besoins urgents de ce sinistre. À l'issue de cette réunion, une commission dirigée par le président de l'Assemblée provinciale a été mise en place pour évaluer les besoins en ce moment crucial. Juste après, les 3 membres du gouvernement ont eu un face-à-face avec les organisations de la société civile. Voulant travailler dans la transparence, ces membres du gouvernement ont dévoilé le montant global débloqué par le gouvernement de la République en faveur des sinistrés d'Ouvira. C'est sur base de ce montant que la commission mise en place a travaillé. Les membres de la commission ad hoc ont été reçus en dernier par la délégation gouvernementale. Ils ont donné des conclusions de leurs travaux. Je vous remercie grandement pour cette transparence et d'avoir donné les chiffres à ce monde ici. 51% de ce montant, nous l'affectons directement aux vivres et les 6,2% appui à la santé et 42% pour les non-vivres. Dans la lecture du compte-rendu, le maire de la ville d'Ouvira a salué la transparence de cette délégation qui a dévoilé le montant débloqué par le gouvernement central et proposé l'affectation qui a été approuvée et par la plénière. Les moyens ont été donnés à la commission qui a procédé à l'achat des vivres et non-vivres pour les sinistrés des inondations. Évadé de la prison, aujourd'hui, de nouveau entre les mains de la police, Némoine Nsemi est accusé d'incitation à la haine tribale. Les points sur ce nouvel épisode qui s'ouvre pour un repris des justices avec les porte-parole de la police nationale, le colonel Ézéchiel Pierrot Monamputu. Suivez. Communiqué de presse. En exécution du mandat numéro RMP 1639/PG 023 AL 020 MUG du 23 avril 2020 émis par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la police nationale congolaise a procédé à l'opération d'arrestation de M. Zachary Badiangila, alias Némoine Nsemi, à son domicile situé sur avenue Haute-Tension numéro 14, quartier Joli Park, commune de Ngaliema. Cette arrestation est intervenue après échec de plusieurs négociations pour amener les concernés à se rendre volontairement devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché les faits ci-après: rébellion, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, incitation à la haine tribale. Actuellement,
il est admis dans une formation hospitalière de la place pour des soins appropriés. Au titre du bilan provisoire, nous déplorons à ce jour 8 morts, 35 blessés, tous admis à l'hôpital central de la police au camp Lufungula. Un traumatisé admis aux cliniques Ngaliema. 168 détenus au commissariat provincial de la police, dont 8 femmes. Un total de 203 détenus transférés devant l'officier du ministère public. Du côté de la police, on a enregistré 8 policiers grièvement blessés. À l'heure actuelle, le calme est revenu dans le secteur de haute tension, dans le quartier Ma-Campagne. Fait à Kinshasa, le 24 avril 2020, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Je vous en remercie. Et dans l'attaque meurtrière d'hier dans le parc de Virunga, attaque attribuée au FDLR qui a fait une dizaine de morts, parmi lesquels des éco-gardes, l'Institut congolais de conservation de la nature monte au créneau et condamne cette attaque tout en appelant à l'ouverture d'une enquête. Joseph Oscar Mbalkaïj sur ces images de Thierry Nzazi. Sont tombés dans une embuscade des groupes armés négatifs opérant dans les parcs de Virunga, hébergeant les gorilles de montagne. Nous sommes dans les territoires des Rutshuru, province du Nord Kivu. 13 éco-gardes, tous des rangers, et 3 civils ont été lâchement abattus le vendredi 24 avril 2020, ainsi que 3 agents administratifs de l'ICCN grièvement blessés. Une réunion d'urgence de l'état-major du commandement du corps de protection des parcs a été vite organisée à Kinshasa dans le respect des gestes barrières Covid-19 oblige. Le directeur général de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, condamne cette énième attaque meurtrière. La mission de l'ICCN, elle est une mission non seulement très capitale, parce que nous sommes une banque naturelle. Nous conservons les ressources naturelles de notre pays. Et ces ressources, comme toutes ressources au monde, les gens veulent avoir accès. Est-ce que c'est un règlement de compte parce que nous empêchons les gens d'aller faire le Makala, la carbonisation dans le parc? Les auteurs de ce forfait, nous venons d'avoir nos propres recherches en attendant que les enquêtes officielles se fassent. Mais nos recherches préliminaires déterminent que ce sont 2 FDLR, une unité qui s'appelle le CRAP. Nous leur présentons toutes nos condoléances et nous voulons saisir cette occasion pour leur présenter les condoléances que le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu transmettre à toutes les familles de garde éplorées aujourd'hui au travers de nous, et il nous l'a rassuré que ces actes ne resteront pas impunis. Il se faisait passer pour un proche collaborateur du président de la République. Lucien Kabea vient d'écoper 2 ans de prison ferme, plus une amende de 100 000 francs congolais. C'est le jugement rendu par les parquets des grandes instances de la Gombe sur cette affaire qu'on pourrait qualifier d'imposture. Joël Ngueza et Ibrahim Chakou. Kabea Lucien se faisait passer pour M. Bouchiri, conseiller du président de la République auprès d'un pilote, M. Zola, sous prétexte que la présidence recrutait les pilotes. Il a été appréhendé par la police nationale qui l'a acheminé au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe et qui est passé en procédure de flagrance ce 24 avril 2020. Le grief présenté à charge du prévenu Kabea Lucien était la tentative d'escroquerie et aussi faux en écriture. Les faits infractionnels mis en charge de ces prévenus ont été agis par concours matériel. Pourquoi concours matériel, Monsieur le Président? Parce que chaque infraction a été faite en son temps et de sa manière.
Les juges a prononcé la sentence suivante. Le ministère public entendu dit établit en fait comme en droit les fractions des tentatives d'escroquerie mises à charge du prévenu Kabea Mikia Lucien. En conséquence, le condamne à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 100 000 francs congolais payable dans les délais de 8 jours, faute de quoi il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Ordonne son arrestation immédiate, les condamne en outre au paiement de frais de la présente instance. Le ministère public, qui réclamait 15 ans de prison, estime dérisoire cette condamnation et interjecte l'appel au tribunal de grande instance. Et ces messages de l'association culturelle Tchokwe Koulimvoa, la grande communauté Tchokwe de la RDC, remercie le commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour l'élévation au rang de général-major et la nomination à la haute fonction de commandant de la garde républicaine de l'un de ses dignes fils, en la personne du général-major Chiwewe Songesha Christian. Un message signé par Soni Moukadi Augustin, président. Les bâtiments publics et services publics doivent être régulièrement désinfectés au regard du nombre de visiteurs. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics n'est pas en reste. Une opération de désinfection de ces locaux a été initiée sur place. Érudis Kitoutou pour les détails. Le vice-premier ministre, ministre des ITP, tient aux règles d'hygiène contre le coronavirus en RDC. Conscient du danger de cette pandémie, Willy Ngopos Sunzel a tenu à la désinfection du bâtiment qui abrite le ministère des ITP dans la commune de la Gombe, épicentre de la maladie à Kinshasa. L'Alliance des bâtisseurs congolais qui se range derrière la détermination du vice-premier ministre des ITP dans la lutte contre cette pandémie a procédé à la désinfection de cette bâtisse. Avec des matériels adéquats, fumigateurs, pulvérisateurs et atomiseurs, tous les bureaux ont été assainis. Cette opération va se poursuivre dans d'autres bâtiments que gère le ministère des ITP. Pour le directeur de cabinet de Willy Ngopos, c'est l'occasion de louer le travail qu'Aba ABC. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a jugé nécessaire de désinfecter tous les bâtiments publics pour protéger évidemment les fonctionnaires. C'est l'occasion pour moi de dire merci à nos partenaires, ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo. Ils sont toujours là pour soutenir l'action du ministère. Ce consortium d'entreprises congolaises dont la construction veut à tout prix construire un mur pour éradiquer le Covid-19 en RDC. Puisqu'il nous faut construire un mur contre cette pandémie, il nous a semblé opportun et urgent de venir d'abord commencer par le ministère des VTPR, qui est justement le miroir de toute la RDC. Donc voilà l'objectif de notre visite aujourd'hui. Nous sommes là donc pour désinfecter le ministère des VTPR et avec le concours des autorités, on est prêt à faire cette même œuvre autour de toute la capitale. Au ministère des ITP, les mesures d'hygiène sont de stricte application. Willy Ngopos avait depuis le début de cette pandémie à Kinshasa édicté quelques directives sanitaires telles qu'annoncées par le chef de l'État dans son ministère. Cette opération de désinfection s'est poursuivie au bureau technique de contrôle. Après cela, les membres du cabinet en service minimum et les visiteurs accéderont ce lundi dans des bureaux assainis. On en vient maintenant à ces grands formats. Les gestes barrières font partie de la pédagogie actuelle contre le coronavirus, mais l'on semble oublier un danger beaucoup plus grand, le lieu de négoce où les interactions sociales sont beaucoup plus importantes avec un risque élevé de contamination. Qu'en est-il de l'hygiène dans ces milieux? Odilon Kayuma nous en parle dans ses reportages. Au rond-point Ngaba, un des points chauds de Kinshasa, aux alentours, des petits marchés évoluent en toute impunité. Des produits de première nécessité étalés à même les sols et font bon ménage avec la crasse. Une scène qui illustre à suffisance combien la santé des milliers de Kinoises et des Kinois est mise en danger. Surtout en cette période où le nombre de personnes ayant contracté le coronavirus à Kinshasa est en progression.
Pour éviter que le marché public ne soit pas les foyers de contamination du virus, le professeur Marie-Claire Yanjundembo tire la sonnette d'alarme. En RDC, et surtout ici à Kinshasa, il y a quelque chose qui a toujours frappé mon attention, c'est qu'il n'y a pas de mesures d'hygiène pour la vente des produits alimentaires. Bien que le Congolais a toujours dit que le noir ne meurt pas de microbes, au moins cette fois-ci, le corona a prouvé à la face du monde entier, surtout des Africains, que le microbe, ce n'est pas votre ami. Le microbe qui tue tous les jours. En ce moment, justement où les gestes barrières sont les maîtres mots pour barrer la route à la propagation de la pneumonie virale, autant, a-t-elle souligné, cela doit s'appliquer dans les marchés très exposés aux microbes de toutes sortes. Quand nous sommes au marché, prenez les étalages ou du moins les endroits où on vend les vivres frais. D'une manière générale, le fait de ne pas couvrir les aliments, qu'ils soient frais ou préparés, c'est déjà une exposition aux microbes. Si aujourd'hui nous portons les masques, c'est parce que nous voulons empêcher les microbes d'entrer dans notre corps. Et nous avons opté pour les masques. Les aliments aussi devaient être masqués. Au-delà des gestes barrières vulgarisés à ces jours à outrance, Marie-Claire Yanjundembo appelle les vendeurs à appliquer ces mesures. Les vendeurs doivent porter des gants. Les vendeurs au marché, même dans les supermarchés, pour manipuler la nourriture, ils doivent porter des gants. Ils doivent nettoyer les mains, je dis, à chaque geste. Avant de servir à un autre client, parce que c'est là où se fait le transfert. Avant de servir à un autre client, il lave d'abord ses mains et il sert un client. Il termine avec ses clients, il lave les mains parce que ça signifie que le client lui aussi, il a lavé les mains, il a sa solution hydroélectrique hydroalcoolique dans la poche. Il a déjà mis dans ses mains, il vient et la maman, si tout le monde prend cette précaution, je crois qu'on va réussir à empêcher la propagation du virus. Et comment faire pour que les lieux de vente des denrées alimentaires soient des espaces sains? L'enseignante insiste sur la sensibilisation. Il faut que la communication soit aussi de taille. Les postillons des éternuements ou quoi, mais c'est la même chose que ça peut tomber dans l'aliment et nous amenons ça dans notre bouche. Ou même quand nous manipulons, nous les laissons coller à nos doigts. Quand nous allons prendre un deuxième client, un deuxième pain, nous avons pris le pain de celui qui a choisi et abandonné, qui a laissé le virus, nous avons servi à un autre. Ouais, tout ça sont des exemples concrets que les gens vivent tous les jours. Ils voient ça. Et à ce moment-là, vous allez voir que le communicateur va élaborer un message correspondant. Je n'ai pas encore vu des messages comme ça. Dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus, la spécialiste en microbiologie alimentaire et nutrition apprécie les efforts jusqu'ici fournis par l'équipe de riposte dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Elle encourage de même les décideurs d'avoir mis les moyens nécessaires pour renforcer la lutte. Les images défilaient encore hier soir dans nos éditions, celles des retours des Congolais de Dubaï. Eh bien, les élus du peuple ont tenu à s'informer sur leur prise en charge sanitaire auprès du ministre de la Santé. D'autres précisions dans ces commentaires. Le ministre de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo, s'est entretenu samedi 25 avril avec la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges avec ces élus du peuple, le sujet qui alimente la toile ces derniers jours, c'est celui concernant la prise en charge des Congolais revenus récemment au pays en provenance de Dubaï. Le premier vice-président de la dite commission, l'honorable Iyanano Mologi Simon-Pierre, a expliqué au ministre combien il était touché par cette nouvelle. Le ministre de la Santé publique a fourni toutes les informations nécessaires à ses interlocuteurs. Convaincu par les informations reçues du ministre de la Santé sur la prise en charge des patients de Covid-19 et le traitement de Congolais venus de l'étranger, de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, l'honorable Iyanono Mologi s'en est félicité. Il est question ici que nous puissions tous nous impliquer dans la lutte contre la pandémie,
Mais il faut surtout combattre les fausses informations. Et ces fausses informations viennent contrecarrer toute la dynamique de lutte qui est mise en place par le gouvernement. Les choses qui se passent sur les réseaux sociaux arrivent parfois à détruire tout ce qui a été fait et qui est en train d'être fait par le gouvernement comme travail. Alors nous nous sommes dit, c'est mieux d'aller vers le ministre, qui puisse nous donner les vraies informations, de sorte qu'à notre tour, nous puissions informer nos collègues députés, mais aussi nos bases respectives. Et nous sommes très satisfaits parce que le ministre nous a donné des informations qui montrent que le gouvernement est vraiment déterminé et en dépit de nos moyens limités, nous avons au moins une détermination et cette détermination-là, elle est très importante. La communication entre le gouvernement et les représentants du peuple est indispensable pour mettre sur la même longueur d'onde afin de vaincre le coronavirus. C'est une maladie avec des symptômes similaires au coronavirus. Le paludisme fait plus de morts que n'importe quelle autre maladie en Afrique. En RDC, l'on parle de près de 13 000 décès et ce 25 avril, l'humanité célèbre la Journée internationale contre le paludisme. Les explications dans ces commentaires de René Panda. Malgré le coronavirus, le monde entier ne devrait pas oublier le paludisme ou la malaria, catastrophe silencieuse, un fléau mortel qui fait des millions de victimes chaque jour et chaque année. Le 25 avril de chaque année, c'est la journée mondiale du paludisme. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, le programme national de lutte contre le paludisme, avec l'accompagnement des partenaires, notamment SANRU, Service de santé rurale, a réuni les professionnels des médias pour célébrer ce 25 avril 2020, la 13e année de la journée mondiale du paludisme, à travers le point de presse organisé sur cette maladie au siège dans la concession de l'hôpital général de la Rive. Occasion pour le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, le professeur Eric Moukomena, d'annoncer le thème principal choisi cette année. Zéro paludisme commence avec moi. Partant de la situation générale du paludisme en RDC et au monde, le directeur du PNLP a insisté sur les stratégies de lutte contre la malaria, suivant la recommandation de l'OMS sur les efforts de prévention à conjuguer par tous, à savoir l'assainissement de l'environnement, la protection des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables avec l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides et les traitements. Faire dormir les enfants sous moustiquaires imprégnés chaque jour, c'est tout la cible. Donc, la moustiquaire qui est un outil indispensable, elle est disponible. À la CPS, à la vaccination de l'enfant, il y a aussi une opportunité d'avoir une moustiquaire. Quand la maman est enceinte, il y a une opportunité d'avoir une moustiquaire. De plus en plus, même dans les écoles, nous distribuons les moustiquaires imprégnés. On va faire une distribution des masses de moustiquaires imprégnés sous Covid. Toutes ces mesures de prévention, nous allons les multiplier pour que la couverture augmente. Quand la couverture augmente, on est loin d'attraper le paludisme. Selon le PNLP, sur environ 228 millions de cas dus au paludisme, 400 000 sont des décès liés au paludisme et en RDC, près de 22 000 cas, dont 20 000 sont des cas simples et 2 000 des cas graves, faisant 13 000 décès, parmi lesquels environ 10 000 enfants de moins de 5 ans. Et la RDC occupe ainsi la 2e place en Afrique avec un taux élevé de mortalité dû au paludisme. Il a su mobiliser plus de recettes en tant que directeur général de douane. Deo Rugwiza Maghera a tiré sa révérence, mais laisse derrière lui un héritage, celui d'un dirigeant exemplaire, champion pour certains dans la mobilisation des ressources publiques pour le compte du Trésor. Rikin Zuziloya. C'est une perte irrémédiable que la RDC a enregistrée à l'annonce du décès du directeur général de la DGDA, Deo Rugwiza Maghera, l'un des bons gestionnaires du pays et adepte de la transparence et la bonne gouvernance. Mort survenue le 15 avril 2020 en Ngaliema Saint-Terre à Kinshasa des suites de la maladie. Des hommages bien mérités lui ont été rendus par les officiels congolais et la communauté douanière tout entière. Jeudi 25 avril 2020, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. C'était en présence des membres de sa famille biologique, des frères, amis et connaissances.
qui n'ont pas su retenir leurs larmes face à cette disparition. C'est dans l'enceinte de la Direction générale de douane et axes à Gombe que la cérémonie officielle d'adieu a été présidée par le ministre des Finances, José Seleya Lagouli. La tutelle évoque les valeurs et autres qualités de feu Deo Rugwiza. Tout jeune, j'étais encore jeune économiste au bureau central des coordinations, le BCECO, lui il était ici. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand je deviens ministre, j'étais gêné que chaque fois qu'il m'appelait, il disait « Mes respects, Excellence ». J'ai dit « Non, mais déjà, vous ne pouvez pas me dire mes respects ». Je me sentais gêné parce que je dis « Mais lui, il m'a vu grandir, donc il ne peut pas me dire mes respects ». Il dit « Non, non, l'âge et l'amitié doivent venir derrière les raisons d'État ». Et il le répétait chaque fois. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général par intérim, a saisi l'occasion pour peindre le portrait de l'illustre disparu. Durant les 14 années, 8 mois et 12 jours de gestion de la douane congolaise, Deo Rugwiza Magera a été le champion de la bonne gouvernance. Et il a été, à plusieurs reprises d'ailleurs, plébiscité meilleur gestionnaire des entreprises publiques, qualité pour laquelle il a reçu, tenez-vous bien, 57 trophées, diplômes et prix décernés par divers organismes dont l'Observatoire de surveillance de la corruption et d'éthique professionnelle, appelé OCEP, ainsi que des organes de presse. Sa vie professionnelle a été marquée par la rigueur et la discipline, dotée d'une intelligence remarquable. Sa perspicacité et sa maîtrise des dossiers ont forcé l'administration de ses collaborateurs que nous sommes et des partenaires de la douane. Qui oubliera le fameux Bic rouge? Preuve qu'il lisait absolument tous les dossiers qui lui étaient remis. L'homme de Rugwiza était riche, oui, mais avec les revenus de son travail, respectant ainsi ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire les deniers publics. D'ailleurs, nombre de personnes estiment que s'il en avait autant au sein des institutions de la République, tout serait transparent. L'homme, il était et il peut mourir. Mais lui n'est pas mort. Il vit désormais dans les œuvres positives qu'il laisse derrière lui, à travers sa devise « Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui ». Devise qui a beaucoup joué dans la déontologie du douanier pour atteindre les assignations budgétaires. Deo Rugwiza Magera repose à jamais à la nécropole entre ciel et terre. Voilà qui boucle complètement ce journal de 20h sur la RTNC. 22h, je vous retrouve pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et surtout bon week-end. Bonsoir.